Bonjour à tous, bienvenue sur French School TV. Je m'appelle Vincent et aujourd'hui je vous propose un exercice de compréhension orale pour le DALF C1. Attention, ceci est le premier exercice d'une série de 2 vidéos. N'hésitez donc pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine leçon de ce type la semaine prochaine. Aujourd'hui, dans cette leçon, nous allons travailler sur le premier exercice. Il y en a 2 le jour de l'examen, qui est un exercice long. Un document audio radiophonique d'une durée de 6 minutes, plus ou moins, dans lequel vous avez 10 questions. Aujourd'hui, on va vous proposer un document de 4 minutes avec 7 questions pour que je puisse les mettre à l'écran et que vous puissiez réaliser l'exercice simplement. Vous aurez tout d'abord 2 minutes pour lire ces 7 questions. Le jour de l'examen, il y en a 3 car il y a 10 questions. Nous ferons ensuite la première écoute. L'objectif pour vous, ce sera de prendre des notes pendant cette première écoute, puisque entre les 2 écoutes, vous aurez encore 2 minutes pour commencer à répondre. On fera ensuite une deuxième écoute, puis vous aurez 4 minutes pour terminer de répondre à toutes les questions. Tout d'abord, prendre le temps de lire les questions et souligner les mots-clés, les mots qui vont vous permettre de identifier les informations dans le document. Deuxièmement, je conseille toujours à mes élèves de cours préparatoires de se concentrer sur les questions QCM d'abord, les questions avec les 3 possibilités de réponse, mais une seule est correcte. Attention, les réponses qui sont écrites le jour de l'examen sont des reformulations. Ce n'est pas exactement ce qui est dit dans le document. Vous devez écouter et analyser la réponse. On prend des notes pendant la première et la deuxième écoute. Mais personnellement, je vous conseille de répondre aux questions écrites après la deuxième écoute car vous aurez récupéré plus d'informations. Finalement, avant de commencer, n'oubliez pas que quand vous travaillez sur un document audio, il faut toujours, si possible, avoir des questions de compréhension, mais surtout la transcription du document pour, quand l'exercice est fini, faire une 3e ou une 4e écoute en lisant la transcription pour bien comprendre les différences entre le français parlé et le français écrit. À quoi correspond exactement ce que j'écoute? Quel que soit le résultat de ce test, on vous rappelle également que à French School TV, on offre des cours de préparation à l'examen DALF C1 qui sont ultra efficaces, ultra complets, avec toutes les thématiques, avec tous les conseils et astuces qui concernent vocabulaire, grammaire, prononciation pour obtenir votre diplôme C1. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente du prochain cours en cliquant sur le lien dans la description ou tout simplement ici en haut à droite. Bon alors, est-ce que vous êtes prêts? Eh bien c'est parti. On attaque. Vous avez 2 minutes pour lire les questions.
Première écoute. Prenez des notes et concentrez-vous. France Info. Taux de réussite, accompagnement au bac, on connaît depuis cette semaine la liste des collèges et lycées qui font le mieux progresser leurs élèves dans chaque académie. Bonjour Amélia Matar. Bonjour. Ces indicateurs révèlent que certains établissements de REP et REP+, vont bien au-delà des attentes malgré des conditions parfois difficiles. Oui, ces sigles, on les entend souvent sans trop savoir ce qu'ils recouvrent vraiment. REP, REP+, ce sont les réseaux d'éducation prioritaire et réseaux d'éducation prioritaire renforcés liés à la politique d'éducation prioritaire. Cette politique, rappelons-le, vise à réduire les écarts de réussite entre les élèves scolarisés en éducation prioritaire et ceux qui ne le sont pas. Le ministère de l'Éducation nationale utilise un indice social pour classer les établissements en tenant compte de plusieurs facteurs qui vont influencer la réussite scolaire. Cet indice repose sur plusieurs critères, comme par exemple la proportion d'élèves issus de catégories socio-professionnelles défavorisées ou le taux de redoublement avant l'entrée en 6e. D'ailleurs, je vous raconte un peu ma vie ce matin, mais j'ai fait moi-même ma scolarité dans un collège de ce type. À l'époque, pas si lointaine, on appelait ces réseaux les ZEP, les zones d'éducation prioritaire. Et bref, ce sont des territoires où les écoles font face à des défis plus lourds, parfois avec des moyens adaptés, mais pas toujours. Alors que disent les chiffres sur ces établissements justement ? Ils sont éloquents. À la rentrée 2022, un élève sur 5 en France était scolarisé en REP ou REP+. En CP, plus de la moitié des élèves de REP+, ont des difficultés de compréhension orale. Les élèves de REP+, sont 2 fois plus nombreux à rencontrer de grandes difficultés en maths que les autres collégiens. Et presque la moitié des établissements du secondaire manquaient d'au moins un enseignant à la dernière rentrée. Donc les REP, c'est là où l'école a du mal à jouer son rôle d'ascenseur social. Oui, exactement. On parle beaucoup de donner plus à ceux qui en ont moins, mais en réalité, on le voit, ces écoles font souvent plus avec moins d'enseignants titulaires, plus de difficultés de recrutement, une gestion de classe beaucoup plus complexe, des élèves parfois très éloignés de la culture scolaire. Ouais, les conditions d'enseignement sont plus difficiles qu'ailleurs. Oui, et c'est un euphémisme. Dans ces classes, il faut bien sûr enseigner, mais il faut aussi accompagner, rassurer, gérer, composer. C'est tout un travail de terrain au quotidien pour ne laisser aucun élève décrocher. Et malgré ça, certains s'engagent parfois en reconversion. C'est le cas de Clarisse Olivier, ancienne élève de Sciences Po, qui a tout quitté pour devenir prof en REP+. Ouais. Et pour y parvenir, elle est passée par l'association Le Choix de l'école, qui forme et accompagne des enseignants, souvent en reconversion, pour les aider à tenir dans ces contextes qui sont très exigeants. Ce soutien, il est super important parce que effectivement, je me serais pas sentie capable de me reconvertir seule, mais ensuite d'être enseignante sans pouvoir partager avec des personnes qui vivent la même chose que moi, ce que je vis. Et ça, je dirais que c'est encore une fois, c'est l'aspect du collectif, mais c'est le soutien qui a été le plus important pour moi dans mon expérience d'enseignement. Ouais, je dirais que simplement se sentir légitime et accompagnée. J'aurais pas pu devenir enseignante si j'avais pas eu ce soutien. Alors, ce genre de soutien dont parle Clarisse Olivier, est-ce que ce n'est pas censé, Amélia, être le rôle de l'éducation nationale ? Eh bien oui, vous touchez là un point sensible. Oui, bien sûr, et c'est ce que dit Clarisse finalement. Le rêve de l'association, c'est tout simplement de disparaître parce que ça voudrait dire que l'État a enfin les moyens d'accompagner tous les enseignants comme il le faudrait, avec des visites de classe régulières comme a pu en bénéficier Clarisse avec Le Choix de l'école, avec aussi une vraie formation et avec des communautés de profs qui peuvent échanger sur leurs pratiques. Et les parents dans tout ça ? Excellente question. Les parents en éducation prioritaire jouent aussi un rôle clé, même si on ne les voit pas toujours, parce que souvent, ils ne se sentent pas légitimes pour aider leur enfant, parce qu'eux-mêmes ont pu souffrir de l'école. Clarisse m'a raconté une anecdote que j'ai vraiment trouvée touchante. Pendant le Covid, elle faisait cours à distance sur Les Misérables. Et à la réunion parents-prof, un père lui a dit « Les Misérables, on a adoré ». Alors, elle ne comprenait pas bien, mais en fait, l'ordinateur était dans le salon et toute la famille avait suivi le cours. Et ce genre d'anecdote souligne aussi le pouvoir de la coéducation, cette collaboration entre profs et parents au profit de l'élève, encore plus élémentaire dans ces contextes. Merci Amélia. Question d'éducation à réécouter sur franceinfo.fr et l'application Radio France. 2 minutes avant la deuxième écoute, regardez vos notes, relisez les questions et commencez à répondre.
Allez, deuxième écoute. Concentrez-vous. France Info. Taux de réussite, accompagnement au bac, on connaît depuis cette semaine la liste des collèges et lycées qui font le mieux progresser leurs élèves dans chaque académie. Bonjour Amélia Matar. Bonjour. Ces indicateurs révèlent que certains établissements de REP et REP+, vont bien au-delà des attentes malgré des conditions parfois difficiles. Oui, ces sigles, on les entend souvent sans trop savoir ce qu'ils recouvrent vraiment. REP, REP+, ce sont les réseaux d'éducation prioritaire et réseaux d'éducation prioritaire renforcés liés à la politique d'éducation prioritaire. Cette politique, rappelons-le, vise à réduire les écarts de réussite entre les élèves scolarisés en éducation prioritaire et ceux qui ne le sont pas. Le ministère de l'Éducation nationale utilise un indice social pour classer les établissements en tenant compte de plusieurs facteurs qui vont influencer la réussite scolaire. Cet indice repose sur plusieurs critères, comme par exemple la proportion d'élèves issus de catégories socio-professionnelles défavorisées ou le taux de redoublement avant l'entrée en sixième. D'ailleurs, je vous raconte un peu ma vie ce matin, mais j'ai fait moi-même ma scolarité dans un collège de ce type. À l'époque, pas si lointaine, on appelait ces réseaux les ZEP, les zones d'éducation prioritaire. Et bref, ce sont des territoires où les écoles font face à des défis plus lourds, parfois avec des moyens adaptés, mais pas toujours. Alors que disent les chiffres sur ces établissements justement ? Ils sont éloquents. À la rentrée 2022, un élève sur 5 en France était scolarisé en REP ou REP+. En CP, plus de la moitié des élèves de REP+, ont des difficultés de compréhension orale. Les élèves de REP+, sont 2 fois plus nombreux à rencontrer de grandes difficultés en maths que les autres collégiens. Et presque la moitié des établissements du secondaire manquaient d'au moins un enseignant à la dernière rentrée. Donc les REP, c'est là où l'école a du mal à jouer son rôle d'ascenseur social. Oui, exactement. On parle beaucoup de donner plus à ceux qui en moins, mais en réalité, on le voit, ces écoles font souvent plus avec moins d'enseignants titulaires, plus de difficultés de recrutement, une gestion de classe beaucoup plus complexe, des élèves parfois très éloignés de la culture scolaire. Ouais, les conditions d'enseignement sont plus difficiles qu'ailleurs. Oui, et c'est un euphémisme. Dans ces classes, il faut bien sûr enseigner, mais il faut aussi accompagner, rassurer, gérer, composer. C'est tout un travail de terrain au quotidien pour ne laisser aucun élève décrocher. Et malgré ça, certains s'engagent parfois en reconversion. C'est le cas de Clarisse Olivier, ancienne élève de Sciences Po, qui a tout quitté pour devenir prof en REP+. Ouais. Et pour y parvenir, elle est passée par l'association Le Choix de l'école, qui forme et accompagne des enseignants, souvent en reconversion, pour les aider à tenir dans ces contextes qui sont très exigeants. Ce soutien, il est super important parce que effectivement, je me serais pas sentie capable de me reconvertir seule, mais ensuite d'être enseignante sans pouvoir partager avec des personnes qui vivent la même chose que moi, ce que je vis. Et ça, je dirais que c'est encore une fois, c'est l'aspect du collectif, mais c'est le soutien qui a été le plus important pour moi dans mon expérience d'enseignement. Ouais, je dirais que simplement se sentir légitime et accompagnée. J'aurais pas pu devenir enseignante si j'avais pas eu ce soutien. Alors, ce genre de soutien dont parle Clarisse Olivier, est-ce que ce n'est pas censé, Amélia, être le rôle de l'éducation nationale ? Oui, vous touchez là un point sensible. Oui, bien sûr, et c'est ce que dit Clarisse finalement. Le rêve de l'association, c'est tout simplement de disparaître parce que ça voudrait dire que l'État a enfin les moyens d'accompagner tous les enseignants comme il le faudrait, avec des visites de classe régulières comme a pu en bénéficier Clarisse avec Le Choix de l'école, avec aussi une vraie formation et avec des communautés de profs qui peuvent échanger sur leurs pratiques. Et les parents dans tout ça ? Excellente question. Les parents en éducation prioritaire jouent aussi un rôle clé, même si on ne les voit pas toujours, parce que souvent, ils ne se sentent pas légitimes pour aider leur enfant, parce qu'eux-mêmes ont pu souffrir de l'école. Clarisse m'a raconté une anecdote que j'ai vraiment trouvée touchante. Pendant le Covid, elle faisait cours à distance sur Les Misérables, et à la réunion parents-prof, un père lui a dit « Les Misérables, on a adoré ». Alors, elle ne comprenait pas bien, mais en fait, l'ordinateur était dans le salon et toute la famille avait suivi le cours. Et ce genre d'anecdote, souligne aussi le pouvoir de la coéducation, cette collaboration entre profs et parents au profit de l'élève, encore plus élémentaire dans ces contextes. Merci Amélia. Question d'éducation à réécouter sur franceinfo.fr et l'application Radio France. 4 minutes pour répondre et on fait la correction.
Question numéro 1. Que signifient les lettres REP+? Réseau d'éducation prioritaire renforcé. Question numéro 2. La politique d'éducation prioritaire a pour objectif de, réponse C, diminuer les disparités de réussite entre les élèves des REP, REP+, et les autres. Dans le document, on écoute cette politique, rappelons-le, vise à réduire les écarts de réussite entre les élèves scolarisés en éducation prioritaire et ceux qui ne le sont pas. Question numéro 3. Nommez un critère social qui peut influencer la réussite scolaire des élèves de REP et REP+. 2 possibilités de réponse. La première, la proportion d'élèves issus de catégories socio-professionnelles défavorisées. Deuxième possibilité, le taux de redoublement avant l'entrée en 6e. Question numéro 4. La journaliste parle de chiffres éloquents pour ces REP, REP+, donnez-en 2 avec ce qu'ils représentent. 4 possibilités. Un élève sur 5 en France était scolarisé en REP ou REP+. En CP, plus de la moitié des élèves de REP ont des difficultés de compréhension orale. Les élèves de REP sont 2 fois plus nombreux à rencontrer de grandes difficultés en maths que les autres collégiens. Et presque la moitié des établissements du secondaire manquaient d'au moins un enseignant à la dernière rentrée. Question numéro 5. Quel est l'objectif de l'association Le Choix de l'école? Réponse C. Former et accompagner des professeurs de zones dites exigeantes. Dans l'audio, on écoute l'association Le Choix de l'école qui forme et accompagne des enseignants souvent en reconversion pour les aider à tenir dans des contextes qui sont très exigeants. Question numéro 6. Quels problèmes rencontrent les parents d'élèves de REP, REP+? 2 possibilités de réponse. Ils ne se sentent pas légitimes pour aider leurs enfants. Ils ont également pu souffrir de l'école. Finalement, question numéro 7. Qu'est-ce qui a surpris Clarisse lors de la réunion parents-prof concernant son cours sur Les Misérables? Elle a été surprise que les parents suivent aussi son cours à distance. Dans le document audio, on nous disait que l'ordinateur était dans le salon et toute la famille avait suivi le cours. Alors, dites-moi dans les commentaires de cette leçon, quel a été votre score? Est-ce que vous pensez que vous êtes prêt pour l'examen du DALF C1? Sinon, on vous rappelle nos cours de préparation. Vous pouvez cliquer ici en haut à droite pour vous inscrire sur la liste d'attente et obtenir le fameux diplôme C1. On vous rappelle également notre programme membre actif ou exclusif qui vous donne de très nombreux avantages en plus de participer à des ateliers en français en direct avec les professeurs de French School TV chaque semaine. Abonnez-vous juste ici pour ne pas manquer le 2e exercice de la compréhension orale du DALF C1 la semaine prochaine. On vous laisse d'autres exercices de compréhension orale ici et pour devenir membre, c'est juste là. Salut tout le monde!